à tous et bienvenue sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Voici sans plus tarder les titres qui font l'actualité. Nous débuterons ce journal avec le dernier volet du déplacement princier en Californie, l'occasion de revenir sur la remise des prix de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Toujours dans le cadre de cette cérémonie, nous irons à la rencontre du lauréat du prix de l'eau Majun. Nous resterons dans le domaine de l'environnement avec le grand nettoyage automnal de l'aire marine protégée du Larvoto. Nous ouvrirons ensuite une page artistique avec l'exposition du mois d'octobre de la galerie L'Entrepôt consacrée au peintre italien Carlo Meluccio. Et nous refermerons cette édition avec le concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dirigé vendredi dernier par Wayne Marshall. Je vous l'annonçais en titre, nous refermons le volet consacré au déplacement du couple princier en Californie. Ce week-end a été marqué par la 7e cérémonie de remise des prix de la Fondation Prince Albert II de Monaco près de Palm Springs, la 3e organisée à l'étranger après Shanghai et Londres. Sandrine Nègre et Serge Prémont étaient sur place. Depuis maintenant 6 ans, la Fondation Prince Albert II prime des acteurs de la protection de l'environnement ou tout simplement des actions exemplaires liées à ces domaines d'engagement. Limite des effets des changements climatiques, préservation de la biodiversité et gestion des ressources en eau. Et il y a des personnes qui y travaillent depuis de très nombreuses années et je crois que c'est normal de les récompenser et de donner un éclairage particulier sur ce qu'ils ont fait au cours de leur carrière, les conclusions auxquelles ils arrivent et pour toujours pour alerter le plus grand nombre de personnes et pour pouvoir donner une emphase différente sur ces problèmes qui nous touchent tous. Le prix Eau 2014 est décerné cette année à Majun de la République populaire de Chine pour sa contribution notamment aux enjeux que représente la gestion durable des ressources. Le prix Biodiversité récompense quant à lui la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Elle regroupe aujourd'hui plus de 70 000 espèces et célèbre cette année son 50e anniversaire. Et je suis vraiment ravie et très honorée de recevoir ce prix par la Fondation. C'est une belle récompense pour l'ensemble des scientifiques qui travaillent sur ces espèces menacées. Je voudrais bien sûr être optimiste, mais nous rassemblons 73 000 espèces en danger. Le message n'est donc pas très encourageant. Certaines sont menacées d'extinction. La situation actuelle de la biodiversité est délicate, mais nous devons continuer à agir avant que tout soit perdu. De son côté, le prix Changement climatique sacre le travail mené par le professeur Ove Goldberg sur les récifs coralliens et les effets des changements climatiques sur l'écosystème marin. Nous pouvons mener des actions pour lutter contre ces changements. Nous pouvons agir dès aujourd'hui, car oui, il y a urgence. Il faut réduire nos émissions, revoir le type d'énergie que nous utilisons, laisser sa voiture pour aller travailler. Tout ceci est important et en même temps, il faut se dire que certains effets sont déjà là et qu'il faut adapter des solutions pour les réduire. Cette cérémonie sous le ciel californien avait une petite particularité. Un award spécial a été remis à la grande biologiste marine et océanographe Sylvia Earle, de renommée internationale. Elle avait d'ailleurs été élue par le très sérieux Time Magazine, première héroïne à agir pour la planète en 1998. Well, the award that I'm receiving tonight is absolutely wonderful. The only thing is c'est magnifique d'être salué comme cela. C'est un award pour ma carrière, même si je dois dire que je suis loin d'avoir terminé mon travail. Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a été au pôle Nord, sur les mers, les océans. Il veut transmettre un message. Il rencontre les leaders de ce monde pour leur faire comprendre qu'il faut agir ensemble, les encourager, leur dire ce qu'ils voient. Ils doivent se réunir car c'est véritablement maintenant qu'il faut agir pour aider le monde et sa nature. D'autres rendez-vous ont aussi été organisés en marge de cette 7e cérémonie, comme le conseil d'administration de la Fondation Prince Albert II.
C'est une occasion de rencontrer les présidents des branches étrangères, ce que nous ne faisons qu'une fois l'an, et de faire avec eux un bilan de ce qu'a été leur activité. Je vous rappelle qu'on a 8 branches étrangères, et puis effectivement d'examiner un certain nombre de nouveaux projets qui avaient été auparavant passés au filtre du comité scientifique et technique, et aujourd'hui on a approuvé une grosse douzaine de nouveaux projets. 24 heures plus tôt, des chefs d'État, des personnalités, des scientifiques, des experts comme Anote Tong, Henri Takema ou encore Hakim Steiner se sont rassemblés autour de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II pour participer à une retraite au cours de laquelle plusieurs sujets ont été abordés, comme l'augmentation du niveau de la mer ou l'acidification des océans. Des discussions sur un site historique où se sont succédés de nombreux chefs d'État comme les présidents américains. C'est venu par des discussions avec différentes personnalités que je connais depuis longtemps ici en Californie, et cette exceptionnelle propriété de Sunnylands où j'étais venu avec mes parents il y a plus de 40 ans, la propriété de la famille Annenberg, et bien, je crois offre un cadre tout particulier. Bien sûr, c'est une nature un petit peu forcée puisque nous sommes avant tout dans un désert, mais où on peut voir que la main de l'homme peut faire aussi de belles choses. Et je crois qu'ils offrent un cadre non seulement pour la réflexion et pour amener des meilleures idées, et ce que nous faisons aussi pendant ce week-end. On est arrivé à un certain nombre de conclusions, et en particulier à celle de la nécessité d'avancer davantage, je dirais, pour simplifier, dans l'établissement d'un statut sur ce qu'on voudrait éviter d'appeler réfugiés climatiques, mais qui est cela en fait, qui est des populations qui doivent être déplacées, et pour certaines, l'exemple de Kiribati est évident, doivent être déplacées dans les années qui viennent, et si ce n'est peut-être dans les mois qui viennent, dans certaines îles, à cause des phénomènes de hausse du niveau des mers. Les Sunnylands, le site aux 2000 arbres, à quelques kilomètres de Palm Springs, non loin du très célèbre parc national du Joshua Tree. Un site donc aux États-Unis, l'un des pays où a été développée l'une des branches étrangères de la fondation, la branche américaine présidée par John Kelly. C'est une fondation qui est encore très jeune. La branche américaine a été formée seulement en 2008, et je pense que depuis que la fondation du Prince Albert II a été créée, elle a fait un travail extraordinaire à un niveau international. Elle fait partie aussi du DNA de la Principauté de Monaco. L'environnement comme l'art et la culture sont aussi un des éléments que nous voulons promouvoir, parce qu'ils donnent une dimension à notre pays qui nous permet de promouvoir la destination outre le tourisme de luxe, etc. La branche américaine de la Fondation Prince Albert II qui relaie comme l'ensemble des branches étrangères les projets concrets menés par la Fondation dans des domaines aussi divers que la lutte contre la déforestation, la conservation de la biodiversité, le développement des aires marines protégées ou encore des énergies renouvelables. La Fondation Prince Albert II qui mène aussi de nombreuses actions de sensibilisation afin de faire entendre ces messages. Un volet sera également consacré à cette remise des prix dans la prochaine émission La Ligne Verte. Et comme vous avez pu le constater dans ce reportage, le lauréat du prix de l'eau n'a pu participer à cette cérémonie. Émilie Rousseau l'avait rencontré en Chine l'été dernier, elle vous le présente. C'est un fervent défenseur de l'environnement dans son pays. Ancien journaliste, désormais environnementaliste, Ma Jun mène un combat contre la pollution depuis plusieurs années déjà. Ce quadragénaire s'est fait connaître en 1999 avec son ouvrage sur la crise de l'eau en Chine. Une enquête qui lève le voile sur la disparition de cours d'eau dans son pays, due notamment à la déforestation ou à la pollution. C'est à partir de ce constat qu'en 2006, il crée l'Institut des affaires publiques et environnementales, une ONG basée à Pékin. Ma Jun met alors en place ce site internet pour informer le public sur l'état des eaux de son pays et faire ainsi changer les comportements. Nous avons débuté avec l'eau. En 2006, nous avons créé une carte de la pollution de l'eau. C'est un moteur de recherche qui permet aux personnes d'accéder aux dernières données concernant la qualité de l'eau. Ils peuvent les consulter librement et aussi accéder à la liste des pollueurs. Ensuite, nous avons étendu notre champ d'action à la pollution de l'air et des déchets.
À travers ce site et cette carte, Majoun pointe du doigt les pollueurs en publiant leur casier judiciaire écologique. Depuis 2006, lui et son équipe ont dénoncé plus de 100 000 cas de violation des lois sur l'air, l'eau et les déchets. Mais le plus souvent, ces mauvais élèves se tournent vers l'Institut des affaires publiques et environnementales pour prendre des mesures correctives. La situation reste cependant alarmante et prendra nécessairement plusieurs années à être résolue. Le challenge est énorme et cela va prendre du temps avant que l'on vienne à bout de la pollution. Mais nous sommes tout de même optimistes avec les évolutions que l'on constate dans notre pays. De plus en plus de personnes en sont conscients. Le gouvernement est de plus en plus transparent dans ce domaine. Et la communauté est d'ailleurs grandement mobilisée. Tout ceci crée des opportunités nouvelles afin de venir à bout de la pollution. Récompensé à multiples reprises, notamment du prix Goldman en 2012, le combat de Majoun contre la pollution a une nouvelle fois été reconnu en fin de semaine à Palm Springs. L'écologiste a en effet reçu le prix Eau de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Le prince souverain l'avait d'ailleurs rencontré lors de son déplacement en République populaire de Chine en août dernier. C'était vraiment un honneur d'avoir eu la chance de rencontrer le prince Albert II. Je lui ai dit ô combien j'étais reconnaissant de l'attention qu'il portait à mon travail. Je pense que c'est très important. Je lui ai présenté nos progrès, notre travail Made in China. C'est un nouvel élan pour nous. La transparence et les réponses positives du gouvernement le prouvent, tout comme la mobilisation de la population et les différents plans d'action. Ce nouvel élan ne fera pas qu'aider la Chine, mais permettra également de développer une coopération globale sur des thématiques aussi importantes que le changement climatique. Dernièrement, Majoun a développé ses activités en créant cette application pour smartphone présentant la qualité de l'air ville par ville. Une autre est en cours d'élaboration pour la qualité de l'eau. Une application utilisée par de nombreux Chinois, notamment ces derniers jours où, par exemple, à Pékin, on étouffait à nouveau dans la pollution. Nous restons dans le domaine de l'environnement. De nombreux bénévoles se sont mobilisés le week-end dernier pour le grand nettoyage de l'aire marine protégée du Larvoto et de ses plages. L'association monégasque pour la protection de la nature était à l'initiative de cette opération. Un reportage signé Patricia Navarro. Nous les avions suivis au début de l'été alors qu'ils préparaient des fonds propres avant l'arrivée massive des touristes. Des dizaines de volontaires se sont retrouvés ce week-end sur les plages du Larvoto pour constater en quelque sorte l'ampleur des dégâts et procéder à un nettoyage d'après grandes vacances. Et finalement, le constat n'est pas si alarmant. Aujourd'hui, on arrive quand même à essayer de réguler, surtout dans la réserve du Larvoto où malgré la quantité qu'on a pu récupérer aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des zones qui sont relativement propres et c'est encourageant. C'est aussi grâce au concours des associations comme celle de la protection pour la nature de Monaco qui fait un travail remarquable sur ce point. Les bouteilles en plastique sont très nombreuses, mais on trouve vraiment toutes sortes de choses, des mégots de cigarettes, canettes, vêtements, jouets pour enfants. Au-delà de l'effet négatif que peuvent avoir ces déchets d'un point de vue esthétique, le plastique est bien la principale menace pour les écosystèmes marins, dont les organismes sont directement affectés par cette pollution. Il y a, dès l'instant où on met des macrodéchets au fond de la mer, puisque c'est un fond sableux, il y a la posidonie, à ce moment-là, ça va avoir un effet d'étouffement sur les micro-organismes qui font partie de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire les tout petits crustacés, des petits vers de terre qui vont être étouffés, qui vont mourir et qui ne vont pas pouvoir nourrir les espèces supérieures. Il y a ce premier problème. Après, toujours au niveau des enrochements par exemple, si vous avez des déchets importants qui recouvrent cette surface-là, avec la mer, le mouvement des vagues,
ça donne un effet d'érosion et là encore, on enlève de la nourriture pour les espèces. Et puis un autre élément qui est important, c'est au niveau des matières plastiques, parce qu'elles se transforment en microparticules. Et ça, je l'ai appris, on me l'a expliqué. Ces microparticules contiennent des éléments qui perturbent le système endocrinien et qui peuvent, au même titre que chez les êtres humains, provoquer des malformations chez les espèces animales comme les poissons ou même des problèmes de stérilité. La collecte ne s'est pas exclusivement concentrée sur le milieu marin puisque des dizaines de courageux ont bravé les gouttes de pluie pour effectuer un ramassage de déchets à terre. Parmi eux, 25 représentants du Fairmont Hotel, des personnels mobilisés en faveur de la cause environnementale. Bien souvent, de grandes sociétés, je ne parle pas du Fairmont, s'engagent dans l'environnement et dans le développement durable, mais c'est surtout pour se donner une éthique. Nous, on veut aller plus loin encore en mobilisant les salariés qui sont à l'hôtel pour faire des choses comme aujourd'hui, de grandes choses vers le développement durable et l'environnement. Et pour parfaire cette opération de nettoyage, la SMA a également mis à disposition de tous ces bénévoles des containers qui vont faciliter le recyclage de chacun de ces déchets. Poids total de la récolte, 50 kg. Nous prenons la direction de la galerie L'Entrepôt. Dans le cadre du mois de la culture italienne, Daniel Boeri a souhaité proposer au public l'univers de l'artiste peintre italien Carlo Meluccio. Voyez ce reportage. L'artiste Carlo Meluccio propose aux visiteurs un voyage féerique à travers son Italie natale. Des paysages nocturnes aux natures mortes évoquant l'univers de Manet, ce cardiologue de formation laisse libre cours aux souvenirs de toute une vie. Des couleurs douces et épurées composent ces toiles qui recréent une atmosphère parfois mélancolique et souvent intime. Je peins des souvenirs, les couleurs sont étirées pour créer plus de sensations. Ce ne sont pas des couleurs vives, des couleurs dures. Ce sont des couleurs qui me rappellent les souvenirs de mon enfance, le brouillard et les trains que j'attendais sous la neige. Le sujet du train est récurrent dans mes peintures parce que je me souviens quand j'allais à l'école et tous les matins je prenais le train pour aller à l'école. Ces 30 peintures dressent un portrait particulièrement sensible et épuré de la solitude de l'homme. Il s'agit d'un panorama retraçant son œuvre dès ses débuts jusqu'à ses dernières années. Ses coups de pinceau évoquent les rêves et souvenirs avec nostalgie. Toutes ces peintures, c'est en quelque sorte presque un rêve éveillé. D'un côté, on est dans le soir, dans l'obscurité, et puis dans l'aube du jour. On ne sait plus comment, où on est exactement. C'est chaque public, chaque lecteur, chaque regardeur qui va se faire une idée avec ses tons pastels de la manière dont il vit une vie extrêmement douce. Depuis le début des années 50, l'homme partage sa vie entre ses deux passions, pour la médecine et la peinture, et a puisé son inspiration depuis 60 ans à travers ses nombreux voyages. L'univers doux et familier de Carlo Meluccio est donc à découvrir à la galerie L'Entrepôt jusqu'au jeudi 30 octobre. Nous restons dans l'univers artistique, mais nous allons parler musique à présent. José Sacré a assisté vendredi dernier au concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Wayne Marshall. Reportage. La pêche, pardonnez-moi cette expression un peu vulgaire, mais les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo avaient vraiment la pêche lors du concert du vendredi 10 octobre à la salle Garnier. Dirigé, je devrais dire entraîné par un musicien hors pair, organiste, pianiste et chef d'orchestre, le Britannique Wayne Marshall, dans un programme Gershwin.
George Gershwin, qui fut non seulement l'emblème de la musique populaire américaine des années 20, mais aussi l'un des premiers compositeurs à relier Broadway et musique savante dans des œuvres jazzées pour le concert, comme la Rhapsody in Blue ou encore le concerto pour piano en fa. Gershwin, c'est juste la musique américaine, le tout début de la musique américaine, sur la scène classique à grande échelle, je pense. C'est comme sûrement pour d'autres, Johann Strauss et le waltz par rapport à la musique classique traditionnelle des autres pays. C'est un grand compositeur. Il a réussi à intégrer dans son écriture une technique d'écriture orchestrale extrêmement complexe et surtout des solos d'orchestre instrumentaux vraiment très très compliqués pour tous les solistes et pour le jeu d'orchestre aussi. C'est vraiment extrêmement riche. C'est vraiment quelque chose qui fait du bien. On n'est pas un orchestre qui est habitué à swinguer sur les musiques américaines. Et on a beaucoup travaillé d'ailleurs là, parce que c'est pas inné pour certains musiciens. Mais moi en tout cas, Gershwin, je suis fan. Pour ma part, moi je suis un petit peu emprunté dans ce répertoire parce que je ne sais pas me lâcher assez. Avoir justement trouvé le style du jazz et moi je peux pas dire que je suis à l'aise. Le chef, il connaît ça sur le bout du doigt, c'est vraiment lui je pense un spécialiste de ce répertoire et en plus un très bon chef, enfin moi je trouve, et très bon pianiste et troisièmement diriger un concerto du piano comme celui de ce soir du concerto en fa, c'est un chapeau. On a eu une semaine de travail passionnante, très intense, avec vraiment des répétitions où il lâche rien, il fait un travail extrêmement, il va dans le détail, une exigence avec une très grande gentillesse aussi, une façon de demander des choses qui est pour nous vraiment très agréable, avec le sourire, avec la décontraction, mais aussi avec une intensité et une exigence musicale très très importante. C'est le rôle d'un chef d'orchestre d'être exigeant avec ses musiciens, c'est la base. Il est là pour tirer le meilleur de chacun de nous, donc l'exigence, je crois que c'est le maître mot, et c'est très bien qu'il le soit. Et il l'est, mais en même temps, il fait passer toujours son exigence par des gentillesses, par une grande énergie, par des choses d'un côté humain qui sont toujours très positives. Il règle tous les problèmes qu'il y a et il nous tient jusqu'à la dernière minute parce qu'il est exigeant et parce que c'est la musique d'abord. Après George Gershwin, émigré russe devenu américain, c'est un authentique génie de la musique russe qui sera à l'honneur du prochain concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dimanche 19 octobre au Grimaldi Forum, Rachmaninov, avec en soliste la violoniste Lisa Kerop et le pianiste Evgeny Kissing sous la direction de Laurence Foster. Et avant de refermer ce journal, je vous rappelle la parution du nouveau numéro du magazine sportif Code Sport Monaco du mois d'octobre et novembre, avec à la une notamment un focus sur la catégorie enduro en VTT. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Je vous propose à présent un aperçu de la météo de ces prochains jours. Mercredi, le temps sera moyennement ensoleillé, à noter une persistance d'un léger risque d'averse dans la matinée. Les températures seront très douces avec 18 degrés le matin et 23 degrés l'après-midi. Jeudi, le temps sera finalement assez beau malgré un ciel un peu menaçant en fin de journée. Les températures seront quasi similaires à la veille, allant de 18 à 24 degrés. Vendredi, le ciel sera nuageux dans la matinée et le soleil apparaîtra en cours de journée. Les températures seront stationnaires. Et finalement samedi, l'on pourra compter sur une belle journée ensoleillée. Les températures seront supérieures au normal de saison avec 20 degrés dans la matinée et 25 degrés dans l'après-midi. Ce journal est à présent terminé. Retrouvez toute l'actualité de la Principauté sur le site Monaco Channel. Je vous dis pour ma part à très bientôt sur notre antenne.